Aujourd'hui, je vais tenir une promesse. C'est rare, profitez-en. On va venir, où on va en venir, où il faut bien en venir, au Rouge, Stendhal, et on va regarder une scène en particulier, la première nuit, je n'ose dire d'amour, entre Julien Sorel et Madame de Rênal. Alors, Le Rouge et le Noir, c'est un roman que je mets au programme pour mes Alain, assez, assez tous les ans depuis que j'enseigne, sans aucune vergogne. C'est un très bon roman pour apprendre beaucoup de choses en littérature. Mais là, on va venir sur un passage que je leur donne jamais parce que ça... Enfin, que, qu'ils n'ont pas en exercice, mais que moi j'aime beaucoup et que... Enfin, que j'aime beaucoup, qui m'amuse beaucoup et que régulièrement je leur explique en cours parce qu'il me paraît très important. Alors, il s'agit donc d'un petit extrait, on va le prendre en diagonale. Enfin, on va pas le prendre en diagonale, mais j'essaie d'y revenir. Je suis un peu crevée, excusez-moi. Crevée, j'ai la crève et je suis fatiguée. On est au chapitre 15 de du premier livre, parce que Le Rouge et le Noir avait été publié en 2 volumes, c'était courant à l'époque. Les contraintes éditoriales ne sont pas les mêmes au XIXe siècle, évidemment. Le passage, donc la première partie, c'est grosso modo la partie où Julien Sorel est à Verrières avant d'être à Paris. Ce n'est pas le moment où Julien se dit tiens, je vais lui tenir la main. Enfin, il se dit pas tiens, je vais lui tenir la main, il y a tout ce monologue et cette volonté de Julien de faire son devoir, ça c'est en italique sous la plume de Stendhal, de correspondre à son devoir en attrapant la main de Madame de Rênal quand sonnent les 12 coups de minuit, donc sous l'arbre, je crois que c'est un tilleul, ce qui ne le calme pas, donc dans le jardin, etc. Là, le chapitre 15, en fait, c'est un moment qui est un peu moins étudié parce que peut-être un peu gênant, je ne sais pas. En tout cas, on va voir pas mal de choses et à quel point il est riche. Alors juste avant, on avait une destitution, donc le chapitre une destitution, dans lequel Julien Sorel commence à faire du pied à Madame de Rênal. Il le fait d'une façon particulièrement maladroite. Page 143, donc j'ai édition Manninger. Nous avons Julien s'obstinant à jouer le rôle d'un Don Juan, lui qui de la vie n'avait eu de maîtresse, il fut sot à mourir toute la journée. Donc toutes ces maladresses, ces bévues de Julien, qui font qu'on n'est pas du tout dans une rencontre de deux cœurs, de deux âmes, mais dans quelque chose qui est justement une rencontre. Alors j'ai réécouté hier Mardi Noir, hein, avec Il n'y a pas de rapport sexuel chez Lacan, enfin cette vidéo qui est assez amusante de la part de Mardi Noir et qui apparemment chez Lacan, parce que je suis vraiment pas lacanienne, implique que l'échange amoureux comme rapport absolu est impossible. Bah, c'est bien ce qu'on voit, en tout cas dans Le Rouge et le Noir, et je vais laisser tomber Lacan pour le moment. Julien Sorel glisse dans une grande imprudence à l'oreille de Madame de Rênal, donc au risque de la compromettre horriblement. Ça, c'est intéressant, je trouve, du point de vue des rapports inégalitaires entre les sexes, les genres. Madame, cette nuit à 2 heures, j'irai dans votre chambre, je dois vous dire quelque chose. Julien tremblait que sa demande ne fût accordée, son rôle de séducteur lui pesait si horriblement que, s'il eût pu suivre son penchant, il se fut retiré dans sa chambre pour plusieurs jours et n'eut plus vu ces dames. Il comprenait que, par sa conduite savante de la veille, donc quand il fait du pied et qu'il lui flanque des coups, en fait, devant tout le monde, il avait gâté toutes les belles apparences du jour précédent et ne savait réellement à quel sens vouer, parce qu'il était parti 3 jours, il a beaucoup manqué à Madame de Rênal, n'a lui pas du tout pensé à elle, mais la cristallisation que Stendhal théorise dans De l'amour est en cours pour Madame de Rênal, qui va se retrouver dans les plus grandes passions. Alors, indignation de Madame de Rênal,
Julien croit y voir du, du mépris. Ce petit court passage, hein, Julien était extrêmement déconcerté de l'état presque désespéré où il avait mis ses affaires, donc ses affaires amoureuses, mais avec, n'oublions pas, cette façon qu'a Julien de voir ses entreprises amoureuses comme des entreprises guerrières, alors même que, rappelons-nous, il se promet à la soutane. Rien cependant ne l'eût plus embarrassé que le succès. Et c'est en fait ce succès embarrassant que nous allons avoir. On dirait, c'est vraiment un texte qui reprend beaucoup de codes du 18e. Donc tout le monde se sépare à minuit. Il est de très mauvaise humeur. Et donc il ne dormit point. Il était à milieu de l'idée de renoncer à toute feinte, à tout projet, et de vivre au jour le jour avec Madame de Rênal en se contentant comme un enfant du bonheur qu'apporterait chaque journée. Et ça aurait été le bellisme véritable. Il se fatigua le cerveau à inventer des manœuvres, terme militaire, savantes. Un instant après, il les trouvait absurdes. Il était en un mot fort malheureux quand 2 heures sonnèrent à l'horloge du château. Et là, c'est la scène qui débute. On avait ce qu'on appelle un sommaire, c'est-à-dire un résumé pour aller plus vite. Ce bruit le réveilla comme le chant du coq réveilla Saint-Pierre. Et c'est bien le titre du chapitre, le chant du coq. Il se vit au moment de l'événement le plus pénible. Sans l'amour qui guette, hein. Il n'avait plus songé à sa proposition impertinente depuis le moment où il l'avait faite. Elle avait été si mal reçue. Je lui ai dit que j'irais chez elle à 2 heures, se dit-il en se levant, avec ce discours indirect, mais qui n'est annoncé qu'après le début du discours. Et donc, ça, c'est un pas vers le discours indirect libre que l'on aura chez Flaubert. Mais longtemps avant. Une génération avant. Une grosse génération avant. Je puis être inexpérimenté et grossier comme il appartient au fils d'un paysan. Madame Derville me l'a fait assez entendre, c'est la cousine de Madame de Rênal, mais du moins, je ne serai pas faible. Et là, on voit le virilisme qui se met en branle, si j'ose dire. Julien avait raison de s'applaudir de son courage, jamais il ne s'était imposé une contrainte plus pénible. Le fameux sens du devoir, quasi ou militaire, dans l'esprit de Julien. En ouvrant sa porte, il était tellement tremblant que ses genoux se dérobaient sous lui et il fut forcé de s'appuyer contre le mur. Donc là, on voit comment le virilisme volontariste s'entrechoque avec la réalité du flageolement. C'est très très stendhalien, c'est Lucien Leven, ça. Il était sans souliers. Il alla écouter à la porte de M. de Rênal, dont il put distinguer le ronflement, le mari ridicule des comédies maritales. Il en fut désolé, alors que le champ est libre. Il n'y avait donc plus de prétexte pour ne pas aller chez elle, mais grand Dieu, qu'y ferait-il? Et là, on est vraiment dans un passage ironique. Qu'y ferait-il, ce jeune homme qui irait dans la chambre de Madame de Rênal en pleine nuit? Il n'avait aucun projet, et quand il en aurait eu, il se sentait tellement troublé qu'il eût été hors d'état de les suivre. Là, s'amorce ce qui va marquer toute cette scène, c'est-à-dire, donc, contradiction entre le sentiment du devoir de Julien et le projet lui-même. Ça, c'était entendu, et ça se prolonge dans donc ce désir de virilisme, mais un désir qui est vague, et dont le narrateur, peut-être Stendhal, pas Henri Bayle en tout cas, le narrateur fait sentir l'inadéquation, et donc par rapport à l'inexpérience du personnage. Et donc en fait, tout ce qui reste très vague, projet, prend un sens très concret, relation sexuelle, sous la plume du narrateur, sans que Julien ne le perçoive. Et c'est ce jeu-là qui est en fait un jeu parfaitement 18e et qui correspond à celui de la littérature gazée, on va le voir au fur et à mesure. Enfin, souffrant plus 1000 fois que s'il lui marchait à la mort, légère annonce de la fin, je suis désolée de vous spoiler le rouge, légère, ironique, il entra dans le petit corridor. Là, on est quand même dans une image coïtale. Hein. Il entra dans le petit corridor. Qui menait à la chambre de Madame de Rênal. Il ouvrit la porte d'une main tremblante et en faisant un bruit effroyable, puisque c'est un amant peu digne d'amour, en tout cas peu discret, important. Là, la scène commence véritablement donc, par cette entrée qui prélude à une pénétration. Il y avait de la lumière. Une veilleuse brûlait sous la cheminée.
Et cette veilleuse pourrait aussi être Madame de Rênal. Évidemment qu'il s'agit d'une lampe d'abord, mais dans un sens figuré, cette veilleuse, féminin de veilleur, qui brûle et qui se consume, c'est déjà Madame de Rênal, ou c'est possiblement, ou en plus, Madame de Rênal, pour laquelle la cristallisation amoureuse est en cours. Donc il y avait de la lumière, il ne s'attendait pas à ce nouveau malheur. Et c'est justement ce jeu d'ombre et de lumière, alors donc de lumière posée sur l'acte sexuel, mais que Julien voudrait laisser dans l'ombre pour mieux l'occulter, qui va faire la tension, j'ose le dire, de l'extrait. On continue. Et tout cela étant évidemment particulièrement cocasse. En le voyant entrer, Madame de Rênal se jeta vivement hors de son lit. « Malheureux !» s'écria-t-elle. Il y eut un peu de désordre. Julien oublia ses 20 projets et revint à son rôle naturel. Ne pas plaire à une femme si charmante lui parut le plus grand des malheurs. Il ne répondit à ses reproches qu'en se jetant à ses pieds, en embrassant ses genoux. Comme elle lui parlait avec une extrême dureté, il fondit en larmes. Alors on reprend ça. Elle sort de son lit, donc on a d'emblée une mention de ce fameux lit qui deviendra lit érotique. Mais là, en fait, dans le « il y eut un peu de désordre », ce que l'on a avec cette mention, qui là n'est plus de l'ordre de la scène, mais c'est un bref sommaire, c'est-à-dire un bref résumé de ce qui peut se passer, et donc une tournure euphémistique. Il y eut un peu de désordre, en fait, c'est quelque chose que l'on peut trouver assez régulièrement en littérature libertine. Là, vraiment, les modèles, c'est Crébillon-Fils, la clos pas tellement, mais Les égarements du cœur et de l'esprit, Mémoire d'un homme expérimenté sur ses premières expériences en tant que jeune homme, donc Monsieur de Melcourt, etc., avec ses moqueries, et en plus cet archétype du jeune homme inexpérimenté qui va être initié par une femme plus âgée. Mais le sel du rouge, c'est que Madame de Rênal, toute expérimentée qu'elle est puisqu'elle est mariée, est finalement inexpérimentée en amour-sentiment, et en amour érotique. Et donc en fait c'est une inexpérience partagée qui va se montrer. Donc ce désordre pourrait être érotique, mais en fait il ne l'est pas encore. Mais en tout cas ce qui s'enclenche, c'est le recours à ce type de littérature codée. Stendhal, c'est bien quelqu'un qui est né au XVIIIe siècle et qui est nourri de cette littérature du XVIIIe siècle en 1830 quand il rédige Le Rouge et le Noir. Ce n'est pas un jeune homme à gilet rouge ou rose, à la Théophile Gautier, assistant à la bataille d'Hernani. Il est plus vieux d'une génération. On continue. Donc elle se jette vivement hors de son lit, malheureux, le désordre. Il oublie ses 20 projets, il revint à son rôle naturel, c'est-à-dire lui plaire. Mais en fait c'est très étonnant parce que ces 20 projets, finalement, c'est justement lui plaire. Et donc ce désordre est bien un désordre amoureux. Et ce désordre mentionné dans Il y eut un peu de désordre, c'est une sortie de l'ordre social, mais en fait c'est une entrée dans l'ordre de la littérature érotique du XVIIIe siècle, dans cette littérature de code. Mais dans le code avec lesquels Stendhal joue, on va le voir avec plus d'acuité encore. Donc, ne pas plaire serait le plus grand des malheurs. Les hyperboles permettent évidemment de marquer une ironie et une moquerie à l'encontre de Julien Sorel. Il ne répondit à ses reproches qu'en se jetant à ses pieds. Ses reproches, ça permet de ne pas donner le détail des paroles stéréotypées a priori de Madame de Rênal, qui pourtant est en train d'attendre, hein, il y a de la lumière. Il embrasse ses genoux, la situation est donc érotique, mais avec une situation, pour ainsi dire, courtoise, avec la femme au-dessus. Mais ce n'est pas rare, ça, en littérature libertine. Comme elle lui parlait avec une extrême dureté, ils fondit en larmes. Inversion des rôles. La dureté du côté de Madame de Rênal et le liquide du côté de Julien Sorel. On continue. Quelques heures après, quand Julien sortit de la chambre de Madame de Rênal, on eût pu dire, en style de roman, qu'il n'avait plus rien à désirer. En effet, il devait à l'amour qu'il avait inspiré et à l'impression imprévue qu'avait produite sur lui des charmes séduisants, une victoire à laquelle ne l'eût pas conduit toute son adresse si maladroite. On reprend ça, c'est savoureux. Quelques heures après, Ellipse. Ça, c'est un grand classique. C'est le fameux hors-champ des films sous Code Ace. OSS 117 s'en moque beaucoup avec un hors-champ qui va sur un miroir qui montre la scène érotique qui repart sur un bouquet, donc quelques heures après, cette ellipse, donc du fait qu'il y ait une ellipse, on sait qu'il s'est passé quelque chose qui n'est donc pas dissible.
ou a priori disciple, ou qui ne devrait pas être disciple. Cette chose est quand même non dite avec beaucoup d'insistance. Quand Julien donc sorti de la chambre de Madame de Rênal, donc il entre, il sort. Hein. Là aussi, les mouvements ne sont pas fortuits. Je sais jamais comment ça se prononce, ça. Je crois que je regarde. On eût pu dire, en style de roman, on joue bien avec des codes de la littérature populaire, sentimentale, et de la littérature 18e, dont se moque Stendhal, donc il les récupère pour les détourner, on va continuer, là on commence à voir comment, qu'il n'avait plus rien à désirer. Parce que tout ce qu'il avait à désirer, ou tout son désir, a été évacué, réalisé. En effet, il devait à l'amour qu'il avait inspiré, donc il faut voir pourquoi il n'avait plus rien à désirer, parce que ce désir a été là. Donc ici, la négative est une affirmation ultra claire, mais le détour, lui, reprend les codes de la littérature gazée du XVIIIe siècle, de la littérature libertine. Gazée parce qu'on va mettre une gaze qui permet d'occulter et donc de mieux montrer, parce que ces codes sont connus, les relations charnelles dans les textes. Il devait à l'amour qu'il avait inspiré et à l'impression imprévue qu'avait produite sur lui des charmes séduisants, une victoire à laquelle ne lui pas conduite toute son adresse si maladroite. C'est entortillé, c'est volontaire, mais en même temps c'est particulièrement explicite. On le prend littéralement, mot à mot. En effet, bon, évidemment, connecteur logique, avec un léger retour en arrière. Il devait à l'amour qu'il avait inspiré. Donc il a inspiré de l'amour, sous-entendu à Madame de Rênal, cet amour ici étant assez abstrait, mais pour parler d'une scène très concrète. Et ce jeu d'abstrait concret, on va le retrouver tout du long. Et à l'impression imprévue qu'avait produite sur lui des charmes séduisants. Alors, les charmes séduisants, on a un pluriel qui manifeste le concret. Ces charmes séduisants, c'est le corps de Madame de Rênal. C'est la vision du corps de Madame de Rênal qui produit sur Julien Sorel une impression qu'il n'avait pas prévue. Et c'est cette impression non prévue qui lui permet la victoire, donc le rapport sexuel. Bon, Julien Sorel a découvert l'érection. C'est évidemment dit en style de roman, ce qui permet de détourner les codes libertins et de se moquer du personnage qui ne s'attendait pas au charme séduisant ni à l'impression imprévue. Et donc à cette victoire. Victoire à laquelle ne lui pas conduit toute son adresse si maladroite, c'est-à-dire donc ces fameux faux plans de je vous tiens la main à minuit, etc. Et puis vous allez voir ce que vous allez voir. Donc l'inexpérience qui le conduit à combattre des moulins. Paragraphe suivant. Mais, dans les moments les plus doux, victime d'un orgueil bizarre, il prétendit encore jouer le rôle d'un homme accoutumé à subjuguer des femmes. Il fit des efforts. Alors, ça, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on avait une ellipse, quelques heures après, mais là, on a un flashback. Donc, en fait, c'était une fausse ellipse. C'était une ellipse pour mimer le style du roman, mais revenir, plus en profondeur, j'ose le dire, à ce rapport charnel. Dans les moments les plus doux, et là, cette douceur, elle est complètement érotique, victime d'un orgueil bizarre, donc que l'on connaissait déjà, il prétendit encore jouer le rôle d'un homme accoutumé à subjuguer des femmes, ça on l'a vu au préalable avec le Don Juan, c'est toujours le même trait de caractère du personnage qui revient. Il fit des efforts d'attention incroyables pour gâter ce qu'il avait d'aimable. Au lieu d'être attentif au transport qu'il faisait naître et au remords qui en relevait la vivacité, l'idée du devoir ne cessa jamais d'être présente à ses yeux. Il craignait un remords affreux et un ridicule éternel s'il s'écartait du modèle idéal qu'il se proposait de suivre. En un mot, ce qui faisait de Julien un être supérieur fut précisément ce qui l'empêcha de goûter le bonheur qui se plaçait sous ses pas. C'est une jeune fille de 16 ans qui a des couleurs charmantes et qui, pour aller au bal, a la fouille de se mettre du rouge. Alors, on reprend le passage. Donc, l'orgueil bizarre, le devoir en italique, c'est le devoir tel que pensé, formulé par Julien Sorel, donc mis en italique parce qu'il s'agit d'un emprunt, ce qui va montrer l'ironie stendhalienne, et ça, ce sont des procédés que Flaubert va beaucoup reprendre, mais d'une façon quand même un peu différente. Et en fait, c'est donc cette surconscience de Julien, je sais pas dire un surmoi, je sais pas, mais cette volonté de se conformer à un modèle qu'il ne comprend pas, qu'il ne connaît pas et qu'il ne peut pas assumer. Donc il veut jouer une partition ou une pièce de théâtre, le rôle d'un répertoire
un rôle qui n'est pas le sien. Il va le mettre à mort alors qu'il est le jeune premier. Il se trompe de rôle. Mais, là encore, on retrouve les codes de la littérature gazée, codes qui vont abstraire les réalités charnelles, mais pour mieux les laisser entendre, au lieu d'être attentif au transport qu'il faisait naître. Et le transport est ici au pluriel, et donc a un sens plus concret. Ces transports, ce sont les éléments, les moments d'enthousiasme, d'orgasme, de jouissance de Madame de Rênal, auxquels il ne prête pas attention. On est en plein ce qu'on appelle gape, fossé orgasmique entre hommes et femmes. C'est quelque chose qui revient pas mal en ce moment dans la presse. Pourquoi, dans un rapport hétérosexuel, les hommes ont plus d'orgasmes que les femmes? On en a quand même une certaine idée avec Stendhal. Donc, au lieu d'être attentif au transport qu'il faisait naître et au remords qui en relevait la vivacité, donc ça nous donne une idée du comportement de Madame de Rênal, il pense à lui-même au lieu de penser à elle. Alors, je voudrais... ce qui faisait de Julien un être supérieur fut précisément ce qui l'empêcha de goûter le bonheur qui se plaçait sous ses pas. Là, on est en plein bellisme, mais le bellisme est censé résoudre ce paradoxe entre la philosophie de vie de Stendhal, mais là, je vous renvoie à Léon Blum, qui est celui qui en parle le mieux. C'est une jeune fille de 16 ans qui a des couleurs charmantes et qui, pour aller au bal, a la folie de mettre du rouge. Ça, c'est un leitmotiv qui revient à plusieurs reprises, notamment en épigraphe de chapitres. C'est jeune fille de 16 ans qui met du rouge et qui rappelle le rouge des joues, le rouge du roman, le rouge et noir, etc. Donc ça, c'est vraiment un motif que bâtit Stendhal tout au long du roman, mais avec un trouble supplémentaire dans ce rapport, et là qui est très rousseauiste, qui est la féminité de Julien Sorel, qui est mince, qui a un air de jeune fille, qui est timide, qui rougit, et Madame de Rênal est bien une certaine Madame de Warens. On retrouve ici un schéma qui vient des Confessions, peut-être de la biographie de Stendhal aussi, j'en sais rien, mais qui a des antécédents littéraires assez nets. Maintenant, hot flashback, du côté, cette fois, changement de point de vue, et ça c'est très très Stendhal, et c'est la grande modernité de Stendhal, on passe du côté de Madame de Rênal, mortellement effrayée par l'apparition de Julien, amusant cette apparition qu'on retrouvera dans l'éducation sentimentale. Madame de Rênal fut bientôt en proie aux plus cruelles alarmes, qui reprennent, nuances, mais reprennent aussi les fameux transports et les remords précédents. Donc les alarmes sont aussi des alarmes érotiques. Les pleurs et le désespoir de Julien la troublaient vivement, donc là, hop, on revient au début, même quand elle n'eut plus rien à lui refuser, et donc là on voit bien commencer un décalque de la situation, de l'événement érotique, mais cette fois du point de vue de Madame de Rênal. Symétrie. Quand elle n'eut plus rien à lui refuser, quand lui-même n'avait plus rien à désirer. Décalque évidemment inégalitaire, lié à la situation sociale inégalitaire. Même quand elle n'eut plus rien à lui refuser, elle repoussait Julien loin d'elle avec une indignation réelle, et ensuite se jetait dans ses bras, avec ce mouvement de va-et-vient des corps. Aucun projet ne paraissait dans toute cette conduite, contrairement à Julien. Elle se croyait damnée sans rémission et cherchait à se cacher la vue de l'enfer, donc le fameux remords, en accablant Julien des plus vives caresses. En un mot, rien n'eût manqué au bonheur de notre héros, pas même une sensibilité brûlante dans la femme qu'il venait d'enlever, transport, désordre. Il s'agit bien et d'un enlèvement moral et d'un rapt. Donc c'est quand même une scène qui est très proche de ce qu'on définirait aujourd'hui comme une scène de viol. Ça, je pense que ça sera ma conclusion. Mais qui est en même temps une scène de désir. Et c'est là où c'est vraiment compliqué. Dans le cas de Stendhal. Et tout cela pour que Julien ne sache pas en profiter. Le départ de Julien ne fit point cesser les transports qu'il agitait malgré elle, et ses combats avec les remords qui la déchiraient, les fameux transports qui continuent post-coitum. Mon Dieu, être heureux, être aimé, n'est-ce que ça? Telle fut la première pensée de Julien en rentrant dans sa chambre. Il était dans cet état d'étonnement et de trouble inquiet où tombe l'âme qui vient d'obtenir ce qu'elle a longtemps désiré. Animal tristé post-coitum. Elle est habituée à désirer, donc l'âme ne trouve plus quoi désirer, cependant n'a pas encore de souvenir. Comme le soldat qui revient de la parade, on retrouve l'image militaire, puis parade. Julien fut attentivement occupé à repasser tous les détails de sa conduite. N'ai-je manqué à rien de ce que je me dois à moi-même? Ai-je bien joué mon rôle? Et quel rôle?
celui d'un homme accoutumé à être brillant avec les femmes. Et on peut noter que, après on va voir le lendemain, heureusement pour la gloire de Julien, Madame de Rênal avait été trop agitée, trop étonnée pour apercevoir la sottise de l'homme qui, en un moment, était devenu tout au monde pour elle. Et on peut noter que l'ensemble de ce chapitre s'appelle le chant du coq. Mais c'est le lendemain le chant du coq. Et donc là, le coq, c'est bien Julien Sorel. Ce coq qui ne voit pas ce qu'il est en train de produire, moquerie absolue du virilisme de Julien. Alors, qu'est-ce qu'on fait d'une scène comme ça ? Je ne suis pas tellement d'avis qu'on la donne en explication de texte aux étudiants, parce que je crois que c'est pas très facile quand on est en L1 d'expliquer ce genre de texte en classe. De le décoder, et puis de l'expliquer, c'est quand même complexe. Et alors, on voit bien comment la narratologie nous permet de reprendre tous ces différents éléments. C'est une scène qui est comique, et qui, en même temps, nous montre comment Julien Sorel n'est pas attentif, et là, on sent bien un sarcasme et un reproche de la part du narrateur, n'est pas attentif ni à ce qu'il ressent, ni clairement à ce que ressent Madame de Rênal, mais cette inattention érotique est aussi une inattention de consentement et de désir. Et est-ce qu'on peut parler de viol pour un texte pareil ? C'est compliqué. C'est super compliqué parce qu'on aura bien le désordre, on a bien... En fait, c'est compliqué parce que le comportement de Madame de Rênal, qui est fait de rejet et de désir, et ce qu'on voit alors peut-être plus après le rapport sexuel qu'avant, mais que l'on voit aussi dans le fait qu'elle sorte du lit pour aller vers lui, mais en même temps sortir du lit, c'est ne pas rester dans le lit. Donc là j'ai vraiment du mal à définir ce rapport sexuel comme un rapport contraint ou pas, parce qu'il me semble que Madame de Rênal n'est pas dans une situation sociale où elle est en mesure de donner un consentement. Parce que c'est le 19e siècle, que les femmes sont toujours considérées comme mineures depuis le Code civil napoléonien, et ça va durer très longtemps. Parce que, en plus, elle est, et ça c'est fortement répété et c'est très intéressant, complètement inexpérimentée. C'est-à-dire que c'est une fausse femme mariée. Elle n'est plus vierge, mais en n'ayant pas connu la volupté, c'est comme si elle était encore, et donc elle n'est pas en mesure ni de connaître l'amour, ni de connaître les rapports amoureux. Et il est bien dit que, et là ça la différencie complètement de Madame Bovary, elle n'a jamais lu de roman d'amour, elle ne lit pas de roman d'amour. Ce qui fait qu'elle n'a aucune expérience, même fantasmée, de ces romans d'amour. Et que cette inexpérience la trouble complètement. Alors il est certain que Julien Sorel ne se préoccupe en aucun cas d'un consentement de Madame de Rênal. Mais je crois qu'il faut prendre en compte cette situation, et donc ça amène plutôt à quelque chose de l'ordre du viol, quoi, clairement. Mais Madame de Rênal aurait-elle pu consentir dans une situation ? Oui. Est-ce que ça aurait amené autre chose ? Oui. Là, ce qui intéresse le narrateur dans le rouge, c'est de montrer comment cette femme inexpérimentée sera d'autant plus amoureuse et surtout d'autant plus aimable. Parce que même si on trouve Stendhal dans les auteurs valorisés par Beauvoir dans le deuxième sexe, c'est compliqué de faire de Stendhal un auteur complètement féministe. Ça fonctionne pas, ou pas dans le sens moderne. Est-ce qu'il est féministe pour le 19e siècle ? Ben oui, plutôt. Mais est-ce que c'est tout dire ? Ben non, mais là, il faudrait beaucoup de temps. En tout cas, ce qui me retient beaucoup dans cette scène, c'est comment le rapport amoureux est présenté comme un rapport viril, militaire, conquête, victoire. En tout cas, du point de vue de Julien Sorel. Comment cette vision va être, en même temps, discréditée par Stendhal. Mais sans proposer une autre alternative, qui aurait été un rapport profondément mutuel. On a quelque chose qui est de l'ordre d'une alternative, mais qui ne fonctionne pas non plus comme une alternative avec Mathilde, dans la deuxième partie. Mais là, c'est plus compliqué. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est comment Stendhal affirme, détaille, tout en disant qu'il ne dit pas, et par ces différents jeux, qui nous montrent bien ce détournement des codes, et
ce détournement des codes, c'est peut-être celui qu'aurait pu réaliser Madame de Rênal en ayant une autre expérience. Mais il y a bien le fantasme de la femme mariée vierge derrière aussi. Et ça, c'est un fantasme qui est quand même bon, profondément coercitif. Donc c'est le rouge, c'est le noir, c'est un de mes romans préférés, je crois. C'est pas le préféré, mais c'est vraiment un roman que j'aime beaucoup, sur une scène que j'aime beaucoup, et à laquelle j'ai du mal à mettre un point définitif. Vous en pensez quoi? Je vous dis à bientôt.